On est de retour sur Canal FM, on parle donc de l'organisation de l'État. J'étais en train de vous citer notamment des élus locaux qui ont travaillé sur un pacte, le pacte Sambre-Avesnois-Thiérache, donc notamment un commissariat pour Aulnoy-Aymeries de manière très concrète, 2 casernes de gendarmerie à Trélon sur le château, plusieurs quartiers de Maubeuge classés en quartier de reconquête et donc plusieurs fonctionnaires de police qui viennent, éventuellement une maison de l'État à Avesnes-sur-Alpes, des développements de services itinérants. De nouvelles maisons de santé. Aussi. L'hôpital qui est confirmé pour Maubeuge, effectivement, aussi. Pour 2021. Est-ce que ça, vous pouvez dire que c'est une bonne chose en tant que gilet jaune ou pas ? L'hésitation, en tout cas, de la part de toutes les deux. C'est des avancées ou pas ? Après, oui, certainement, mais on nous a fait tellement de promesses que maintenant, les gilets jaunes donnent leur avis quand c'est fait. On va pas jouer le jeu des politiques, enfin des élus. C'est bon, maintenant on fait plus de plans, on n'accepte plus les plans sur la comète. Maintenant, on veut des faits. Mais le fait est malgré tout qu'aujourd'hui on s'intéresse un peu plus à notre région, en tout cas au plus haut de l'État. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un président. Non, mais ici, ça c'est du pipeau. C'est de la poudre de perlimpinpin pour reprendre quelqu'un de connu, n'est-ce pas ? Donc, mais dans ce pacte, par exemple, on parle justement de développer, de généraliser les bus de service public qui iraient au plus près j'espère, parce des que habitants, etc. Ça, c'est une nécessité. Et ça, c'est moi, je vois, j'ai pas le permis. J'ai vécu 15 ans à Valenciennes. Je n'ai eu aucun problème pour travailler à Valenciennes. À Maubeuge, c'est pas possible. C'est voilà, quand on n'a pas le permis, quand on n'est pas véhiculé, c'est vraiment difficile pour aller faire un cinéma. Bon, ça va, j'habite pas. Même avec le réseau de l'Astibus, par exemple. Je me souviens quand j'étais lycéenne, c'était autrement plus développé que maintenant. Il y a quand même pas mal de. Il y a eu des suppressions de lignes de transport, notamment. Je me rappelle d'il y a 20 ans, enfin 25 ans, donc il y avait une autre couverture que celle que la couverture actuelle. Donc, il faudrait améliorer au niveau des transports. Il faudra améliorer au niveau des écoles. Quand on parle justement de suppression de classes, vous comprenez quand même que parfois il y a 100, 200. Alors certaines communes, on est passé de 2000 élèves, par exemple, je prends l'exemple de Fourmies, 2000 élèves à 1200 en 10 ans. Il y a 800 élèves en moins. Est-ce que vous comprenez que derrière il y a des suppressions de classes ? Ou pour vous c'est inadmissible ? Pour moi, c'est inadmissible parce que justement, il faut garder quand même, parce que après réouvrir une classe, c'est aussi un autre boulot. Et justement, ces classes, c'est très compliqué. Moi, je vois à l'inverse, à Rouzy, on a créé une classe. Dans l'école de mes enfants, une classe a été ouverte. Donc, d'accord, on ferme, mais il y a aussi d'autres écoles qui se battent et qui réussissent à avoir des ouvertures de classe aussi. Le pacte pour la réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache, c'est l'hôpital en 2021. Rémi Pauvroy, c'est une bonne nouvelle ? C'est une confirmation en tout cas. Excusez-moi de vous dire que je ne parlerai pas du pacte parce que je suis pas dans l'actualité politique et donc je ne ferai pas de commentaires par rapport à ce qui s'est passé. Simplement, permettez-moi de dire que l'hôpital, le chantier est en cours et que s'il a été décidé, permettez-moi de vous dire que je suis quand même bien placé pour vous dire que c'est pas à l'initiative. Il a été créé, financé, mis en place et le chantier est en cours sous notre législature. Donc il n'y avait pas besoin de le mettre dans ce pacte. Non, pas du tout. Là, voilà. Honnêtement, faut dire les choses. Honnêtement, ça m'a même un peu surpris. Je pensais que le président de la République aurait pu aller visiter le chantier, ce qui aurait été bien, pouvoir dire, bah oui, c'est en train de se faire. Mais on sait très bien aussi que ça a été mon combat pendant 10 ans, cet hôpital. Franchement, je ne tire aucune gloire, comme j'ai dit à celui qui dit qu'il est aujourd'hui le promoteur de l'hôpital, qui mette son nom sur la plaque, c'est pas mon problème. Ce qui est important, c'est que les gens soient soignés. Le chantier est en cours. Il a lieu. Les financements sont pas remis en cause, c'est ça l'essentiel. Ils n'ont jamais été mis en cause. Enfin, excusez-moi, ils avaient été. On connaît d'autres projets où c'est remis en cause, évidemment. Pas pour ça. À partir du moment où le chantier est en cours, là, on peut plus vous avez un maître d'ouvrage qui s'appelle le centre hospitalier et qui a engagé les ordres de service. On parle d'une trentaine, les syndicats ont manifesté dernièrement en parlant d'une trentaine de lits supprimés par rapport aux besoins initiaux. Par rapport au projet initial, par contre, là, effectivement, il y a eu depuis un certain temps une diminution de ces lits. Je ne connais pas le détail de ces choix de lits
aujourd'hui au centre hospitalier, il faut regarder de près parce que en même temps, vous savez, vous le regrettez. Ah bah bien sûr, bah ça forcément. À partir du moment, c'est le même raisonnement que sur le service public. À partir du moment où on diminue l'offre, forcément, il y aura des conséquences. Donc, c'est bon. Ceci dit, ça ne remet pas en cause l'élément essentiel, c'est qu'on garde un centre hospitalier, qu'on va avoir un centre hospitalier moderne sur ce territoire. C'était pas gagné. Le centre hospitalier de Maubeuge avait été, à un moment donné, mis en cause. Puis permettez-moi, quand même, je vais faire une remarque sur le pacte. Permettez-moi aussi de vous dire que j'ai été très heureux de tout ce qui s'est passé sur MCA, mais qu'après la crise de 2008, c'était effectivement aussi dans les clous, et que je suis très heureux que ça continue et que ça porte. Donc, je n'en dirai pas plus. Le président de la République est venu, très bien. Il a fait ses déclarations, très bien. Toujours par rapport à l'hôpital, par exemple, à Fourmi, il y a eu des articles de presse, vous avez peut-être vu dernièrement, où il marquait justement, il y avait les syndicats qui s'inquiétaient en disant mais Maubeuge est en train d'aspirer tout ce qui se passe sur Fourmi. C'est pas le problème de Maubeuge. On habille Paul pour déshabiller Pierre. C'est pas le problème du centre hospitalier de Maubeuge. Fourmi fait partie du groupement d'hospitaliers de territoire et dont la tête de file est Valenciennes. Donc ça n'a rien à voir avec du tout Maubeuge. Fourmi est en situation financière difficile depuis de nombreuses années. 4 millions de déficit. Depuis de nombreuses années. Et tant qu'il n'y aura pas des mesures effectivement de réorientation très claires sur l'hôpital de Fourmi avec des objectifs à moyen terme, je pense qu'on vivra toujours ces difficultés. Mais vous comprenez que ça fait partie de l'égalité du territorial. Surtout pas que le centre de Fourmi soit... Moi, je me suis battu pour le maintenir. Ah bah bien sûr, parce que vous l'avez dit tout à l'heure. On se retrouvera à 30-40 km d'un hôpital. Fourmi, Maubeuge, je l'ai fait souvent. C'est quand même au minimum 3 quarts d'heure, et si c'est pas plus. Et donc bon, c'est pas possible, quoi. Donc il faut absolument maintenir ce centre hospitalier. Alors donc on a entendu la ministre annoncer la création des hôpitaux de proximité. Nous sommes à la Fédération hospitalière très interrogatifs parce qu'on ne connaît pas les modalités de la création et de la reconnaissance de ces centres hospitaliers, qu'il n'y aurait plus de plateau technique, il n'y aurait plus d'intervention chirurgicale. Donc on est extrêmement attentif à ce qui va se passer sur ce plan-là, parce que il y a des interventions qui sont nécessaires de proximité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que c'est un des combats majeurs. Dans les sondages qui dépassent les gilets jaunes, je parle de tout le monde, la santé arrive en première position, toujours, de toutes les préoccupations. Ça fait partie réellement de vos préoccupations, la santé, j'ai pu voir sur pas mal de sites, notamment le fait de dire arrêter les fermetures, notamment des maternités. À un moment, la question s'est posée aussi au niveau de l'hôpital de Fourmi, notamment pour éventuellement fermer une maternité qui tournerait pas assez, qui n'atteint pas 600, 700 naissances par an. Donc on parle rentabilité, sur un service de proximité, sur un endroit où des femmes mettent au monde des enfants, où il y a quand même des professionnels qui sont là, parce que même si un accouchement, ça reste un accouchement, mais il y a des pathologies, il y a quand même des risques. Faut des chirurgiens. Faut des infirmières, faut des aides-soignantes, enfin voilà. Et c'est quand même incroyable qu'on parle de chiffres. Moi, ça me dépasse. D'autant qu'on prétexte de pouvoir trouver du budget et on n'en a pas. Donc depuis le début du mouvement, c'est comme ça. On prend d'un côté pour essayer de satisfaire et de calmer le mouvement. Le but, c'est qu'il y a de l'argent. Il y a de grosses niches d'argent à aller rechercher. Et que ça, on n'attaque pas. Pour financer les hôpitaux, pour financer les maternités. On parlait tout à l'heure des parkings. Moi, j'ai des gens, parce que je travaille en live. Voilà, je ne fais que ça, que du live. Et j'ai des gens dans mes lives qui me disent, mais attention, vous bloquez les parkings, mais les gens vont se faire soigner. Et vous les empêchez. Non, en aucun cas. Quand on bloque un parking, on laisse les gens rentrer, on leur fait prendre un ticket au cas où, entre-temps, on serait délogé ou qu'on serait parti, pour qu'ils payent le juste prix. Du jour, le moins cher, par rapport à ce qui est, pour pas avoir une amende, etc. Mais la barrière de sortie est ouverte. Donc les gens rentrent, se garent, sortent de la voiture, vont se faire soigner, reprennent la voiture et sortent sans payer ce fameux parking. Parce que nous, on estime que si jamais cet argent de parking rentrait dans le fonctionnement de l'hôpital, permettait, pour une raison, parce qu'attention, il y en a du passage, et les prix, je vous jure que c'est pas petit, quoi. Donc tout cet argent, si jamais il allait dans le fonctionnement de l'hôpital, ça ferait une bouffée d'oxygène, ça pourrait apporter quelque chose, ce serait bien. Mais le comble, c'est que moi j'ai des hôpitaux, je pense que c'est Montpellier, j'en suis pas certaine. En tout cas, j'ai eu un témoignage en disant une dame, moi je paye 3,50 € du quart d'heure.
3,50 € du Ça quart fait d'heure. cher, effectivement. Mais c'est une fortune. Et c'est de l'argent qui pourrait rentrer dans le Alors fonctionnement des hôpitaux. alors que l'hôpital, il doit quand même avoir une dimension humaine. Et là, on la perd totalement. On la perd totalement. Tout à fait. Alors ça, c'est pour le domaine de la santé, mais il y a aussi, par exemple, l'organisation de l'État, c'est par exemple aussi les forces de l'ordre, la sécurité, l'armée, la défense, etc. Au niveau des forces de l'ordre, est-ce qu'il manque de moyens aussi? Est-ce qu'il faudrait davantage de moyens ou de fonctionnaires sur le terrain? Est-ce que, de ce point de vue-là, vous aussi, vous estimez Mais que... on est bien conscient que le gouvernement leur a donné une petite enveloppe pour avoir la paix... pour avoir la paix sociale. Parce que clairement, la police, on a quand même marre de pas être payé. Je vous rappelle, je ne sais plus combien de millions d'heures sup non payées. Voilà. Mais en fait, c'est pas, on n'a aucun problème avec la police. Nous, c'est vraiment les ordres qui leur sont donnés en oubliant leur mission première. Par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Au mouvement des Gilets jaunes, c'est vraiment incroyable. Il y a des donneurs d'ordre et qui vont contre justement les codes de déontologie de la police et de la gendarmerie. Et voilà, il y a des gens qui comprennent pas ça et c'est quand même dommage d'en arriver là et d'arriver à des confrontations sur le terrain, sur des ordres qui sont donnés au plus haut. C'est pas une remise en cause des forces de l'ordre. on peut dire. Non, parce qu'on en a besoin. Mais en aucun cas, justement. c'est Le fait le dernier est rempart qu'on sait contre- aussi qu'eux font partie du mouvement des Gilets jaunes, au final. Vous savez, la police, on les a rencontrés le 17. On a eu 17 novembre. voilà, le 17 novembre. On a eu vraiment une facilité à discuter avec eux, où là vraiment, ils se sont mis, ils nous ont ouvert aussi leur vie en disant, bah voilà, nous aussi, on galère aussi, nous aussi, on a des factures à payer, nous aussi du gaz et tout, voilà, le gaz, l'électricité, l'essence, on n'en peut plus non plus. Et maintenant, le fossé a été creusé à cause des ordres qu'ils ont reçus, alors qu'il y avait quelque chose de constructif à faire avec la police. En tout cas, lors de vos premières Ouais, actions. bien sûr, bien sûr. Merci Aurore. La dernière minute des invités, c'est votre mot de la fin. Nous vous laissons 1 minute pour conclure vos propos et nous confier votre vision pour l'organisation en tout cas de l'État, pour améliorer l'organisation de l'État et des services publics. Rémi Pauvros. Écoutez, on va élargir le sujet. Je pense qu'on est là dans un débat d'abord positif et je vous remercie de l'avoir organisé. Si ce débat qui a été engagé à l'initiative du président de la République permet de l'expression de ce qui est porté, entre autres, par les Gilets jaunes, permet, dans le calme et sans violence, l'expression de ces idées et la prise en compte de ces idées, et en plus permet aux citoyens de mieux comprendre comment est organisé l'État, parce que permettez-moi de vous dire que sur le plan de la démocratie, on a vraiment un effort considérable à faire pour que les citoyens puissent mieux se situer dans ce concert, ça sera positif. Le problème, c'est de savoir comment on va sortir de ce débat. Et quelles seront les mesures qui seront proposées par le président de la République et l'exécutif, puisque je vous rappelle que les municipalités peuvent offrir des locaux, mais ce n'est pas les élus locaux qui sont en charge des responsabilités de ce débat. Donc moi, je pense qu'il faut regarder les choses d'une façon positive. Permettez-moi d'ajouter quand même que je suis inquiet personnellement sur l'évolution de notre démocratie, de notre pays. Il y a des mouvements qui se perdent, qui sont extrêmement dangereux. Quand je dis mouvement, c'est aussi des problèmes d'État, hein, c'est des difficultés rencontrées, que ce soit dans le cadre de la violence ou dans le cadre de l'expression de réseaux, parce que ne soyons pas naïfs que les réseaux ultra-violents d'extrême droite, les casseurs, etc., soient là, mais c'est évident, ça a toujours existé. J'ai l'impression qu'on découvre le monde, là, et que notre pays est aussi fragile. Et donc, il faut absolument qu'on sorte par le haut de cette situation et que je pense qu'une des premières revendications, moi j'ai eu l'occasion de dire, et je termine là, la première revendication qui est portée, auquel il faut répondre, c'est le pouvoir d'achat. Et que tant qu'on n'aura pas des mesures qui permettront à des gens qui n'ont pas aujourd'hui les revenus nécessaires pour vivre, de pouvoir vivre un peu plus, je dirais, sereinement, on aura des difficultés. Daniel Jankoviak, votre dernière minute. Je pense à l'écoute de ces dames qu'on va vers une 6e République. Je crois qu'on n'aura pas le choix. C'est pas que la 5e n'est pas bien. Je pense qu'elle a vécu. Elle a vécu et elle ne répond plus aux besoins de la société d'aujourd'hui.
Et effectivement, là où je rejoins Rémi Pauvros, c'est la première revendication, c'est le pouvoir d'achat. On ne pourra pas y couper. Aurore ? Moi, je ne vais pas oublier tous nos copains. Et oui, le premier problème qu'on a, c'est le pouvoir d'achat. Quand le 15, vous n'avez plus rien dans le frigo. Quand il y a des abus au niveau des contrats de travail. Quand on ne peut pas voir le lendemain. Je ne trouve pas ça normal. Et je vais peut-être choquer, mais pour nous, les Gilets jaunes, le grand débat, c'est du pipeau. Pour nous, le grand débat, c'est juste de la poudre aux yeux. On ne se reconnaît pas dans ces questions parce que déjà elles sont ciblées. Et je pense qu'il y avait autre chose à faire de plus constructif. Le grand débat, en fait, il va être travaillé entre le 15 mars et le 15 juin. Ça va être analysé. En attendant, on a les élections. Et puis vous verrez, le 15 juin, on n'entendra plus parler de rien. Mais nous, on lâchera rien. Et les Gilets jaunes de Maubeuge en particulier. Merci Aurore. Lady ? Eh bien, je vais rejoindre ce qu'Aurore vient de dire. On a forcément la même façon de penser. Au nom de tous les Gilets jaunes, je pense, le pouvoir d'achat va rester la priorité absolue des Gilets jaunes, dans tous les cas. Des choses sont en cours de tentative de construction en tout cas. Il faut laisser le temps au temps. Nous, on n'est pas des gens qui sommes aguerris à cet exercice à l'origine. Pour la plupart des Gilets jaunes n'ont jamais manifesté. La seule chose qu'on pourra dire et pour laquelle on pourra remercier M. Macron, c'est d'avoir réuni la France, d'avoir recréé une solidarité. Et on voit de plus en plus, nous sur le terrain, en manif et en action, le soutien des gens et les réactions très positives. Et ça, c'est un moteur. Et que le gouvernement le sache bien, les Gilets jaunes sont là. Le mouvement s'essouffle absolument pas. Le mouvement s'est un peu endormi avec l'hiver. Beaucoup de choses s'endorment l'hiver. Mais on arrive au printemps, il va renaître de plus belle. C'est déjà le cas. Et on est reparti pour autant de samedis qu'il faut. On a réservé les 52 prochains week-ends des CRS. Merci à vous, Lady. Merci à chacun d'entre vous. Ce fut un débat riche avec des propositions et des solutions intéressantes. Voilà. Merci Mathias Dormigny pour les 2 débats à vos côtés. La Sambre est en kiosque depuis ce matin. Merci Paul qu'on retrouve dans la matinale de Canal FM. L'information aux côtés de notre matinalier NJ que je remercie pour la réalisation de cette émission que vous pouvez retrouver en vidéo sur canalfm.fr. À très vite.